les gars, salut les go, Toms dans la capsule. Aujourd'hui avec moi j'ai ramené le crew. On a Léo, on a Johan. Comment ça va les gars? Bah écoute, ça va bien. Et toi? Ça va, tranquille, tranquille, tranquille. Johan, on dit quoi, ça va? Oh, ça va. Force à toi, Ça va, man. on est là, je t'ai parlé la dernière fois. Et en tant que leader, en fait, je me devais d'être là, en fait, pour cette tâche. Ça a changé après le week-end, ça a changé tout ça. Ça a Qui l'a changé. provoqué, on ne sait pas. Donc, cette semaine, on va poser nos yeux sur Anderson Silva. On va passer en revue sa carrière et aussi rappeler qu'il rentre dans le Hall of Fame. Ensuite, on va se tourner vers Stop ou Boost la Hype avec Francis Ngannou, Fury, Usyk, qu'est-ce qui se passe? Et aussi John Jones. Ensuite, on va terminer l'émission avec UFC 287 et le combat de boxe le plus attendu de l'année, Davis contre Garcia. Let's go! Anderson Silva, les gars de Spider, rentre enfin dans le Hall of Fame. Avec lui, il y a aussi Cowboy Cerrone. Respect à lui, les gars. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le sport. Mais les gars, on va poser nos yeux sur Anderson Silva, car il est considéré pour beaucoup comme étant l'un des GOAT dans le sport. Le GOAT pour certains. Pourquoi l'un des GOAT? Parce que c'est pas le tien, tu dis l'un des GOAT? Le GOAT. Non, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs, en fait, et selon certaines personnes, c'est le GOAT. Donc, l'un des GOAT, oui, si tu veux. Mais on sait que le GOAT, c'est Jones. Ce que tu veux faire là, Léo, c'est long. Laisse. Non, Fedor. Ah, Ah, Léo est toujours dans la sorcellerie. Je te dis que Léo. Je te jure. je ne vais pas changer mon avis, les gars. C'est pas Donc, encore le les cas. gars, Anderson Silva, qu'est-ce qu'il a représenté pour vous, les gars? Qu'est-ce qui vous a fait ressentir et quel est le combat que vous avez le plus retenu dans sa carrière? On va commencer avec qui? Johan, let's go, on dirait que Johan a beaucoup de Bah, je choses. vais commencer. Pour moi, en fait, Anderson Silva, il est clairement dans le top 5 en fait, des meilleurs combattants de l'histoire de l'UFC. Bah, par le charisme, déjà le style, hein, sa manière d'esquiver les coups, même si on se rappelle comment il est tombé la première fois, mais en tout cas, c'était vraiment très charismatique. C'est un combattant, en fait, euh, qui a des records. Je sais plus, il a combien de défenses de titre il a eu, en fait. En tout cas, il a eu beaucoup de victoires. On compte pas son palmarès, c'est un très grand combattant, même s'il n'a pas eu la fin, en fait, qui était à la hauteur de sa carrière. Parce que, à cause de la fin, souvent de sa carrière, certains oublient qu'il est vraiment dans le top 5 ou dans le top 5 pour moi, en fait, genre des meilleurs combattants de MMA, en fait, de l'histoire. Il a vraiment fait de belles choses. Et le combat, moi, en fait, on aurait pu citer tellement de combats. Je pense qu'on aurait pu prendre 10, je sais pas. Il a tellement de combats, en fait, extraordinaires. Mais moi, c'était celui contre Sonnen, en fait, c'est celui qui m'a marqué. Euh, il y a Sonnen, il y a Belfort. C'est les deux combats, en fait, que je retiens beaucoup. Celui contre Belfort, c'est parce que, bah, déjà, deux Brésiliens. Et puis, on se rappelle comment Belfort, en fait, revient, en fait, à l'UFC en 2009. Euh, euh, il se repositionne, en fait, en number one contender, en fait. On se dit qu'on va avoir un super combat. Et non. Il finit au premier round. Un front kick au visage. Belfort, les genoux. Et puis, après, on sait comment c'est parti. Avec Anderson, c'est ça, en fait. Il y a beaucoup de KO, en fait. Il y a des soumissions aussi. Donc, c'est un très bon combattant. Et moi, vraiment, c'est un combattant que j'ai adoré voir. Et respect, respect Hall of Fame mérité. Pour moi, Anderson Silva, les gars, c'est tout simplement le GOAT de l'UFC. Je parle bien de l'UFC. Pour moi, c'est tout simplement le GOAT parce que Johan vient de dire un argument qui est vraiment valable pour certains combattants qui ont été oubliés à l'heure actuelle. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes combattants ne se soucient, enfin, les jeunes fans, en fait, ne voient que ceux qui sont in et oublient souvent les anciens, ceux qui ont été, ceux qui ont fait en sorte que cette catégorie, enfin, ce sport se développe. Parce que oui, on parle de Conor McGregor qui a démocratisé
le MMA. Oui, on parle de Jones qui est bien parti pour être l'un des plus grands combattants de MMA au monde. Mais avant ça, il y avait des gens, et il y avait des gens emblématiques comme Anderson Silva. Personnellement, je suis assez surpris que ça se soit fait aussi tard. Aussi tard parce que Anderson Silva, c'est un combattant qui était capable de battre même des poids lourds. Parce que je vous signale simplement que Belfort a été poids lourd à un moment donné, furtivement. Chanel Sonnen aussi, à un moment donné, il s'est battu en 94, ou je crois, en poids lourd même. Une personne comme Dan Anderson s'est battu en poids lourd. Donc, c'est quelqu'un qui était capable de battre n'importe quel combattant, quelle que soit la catégorie. Ça, c'est la chose que je retiens sur Anderson Silva. Ce que certains essayent de faire aujourd'hui, en montant en catégorie, en doublant leur titre, mais c'est pas donné à tout le monde. Maintenant, Anderson Silva, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de, qui a le défaut de ses qualités. C'est-à-dire un mec arrogant, un mec dans le trash talking, même le jour du combat, quoi. Et toujours dans la moquerie, toujours dans l'aisance, dans la suffisance, même par moment, un peu trop sûr de soi. Et c'est pour ça que pour moi, le combat qui m'a le plus marqué, vous allez me dire, ouais, mais Léo, c'était simple de choisir ce combat. Mais franchement, c'est le combat qui m'a marqué, c'est Ricky Franklin. C'est ça. J'y ai Ouais, pensé, mais je voulais être sur une note positive. ouais, mais tu as vu comment il a humilié l'éléphant. On appelle ça Ouais, de non, si, si. l'humiliation. Tu vois, c'est pour ça que je dis il a les défauts de ses qualités. Il a humilié l'élément que vas-y, petit. Alors que là, on a quand même, à l'époque, Rich Franklin, un des meilleurs de la catégorie. Un des meilleurs strikers d'ailleurs aussi. Non, et c'est ce que je vais retenir dans Anderson Silva. Sa fin est dommageable. Mais ça, c'est comme toutes les personnes qui ont réussi. On veut toujours trop en faire. Et puis, bon, vous savez que l'UFC, en termes de finances, c'est pas ce qui rapporte le plus. Donc, si pendant ta carrière, t'as pas bien stocké, en plus, il était champion, donc normalement, il aurait bien pu épargner. Donc, je pense qu'il y a des gens qui font le combat de trop. Je prends en parallèle Fedor et Emelianenko, il aurait dû arrêter un peu avant, je pense. Mais on fait toujours le combat de trop qui fait en sorte que on nous envoie aux oubliettes. Et comme Johan dit, pour moi, il est dans le top 3 hein, des meilleurs combattants MMA de tous les temps. Voilà. Pour revenir sur ce que tu as dit, le combat de trop, c'est celui contre Adesanya, quoi. Bon, après, je comprends qu'ils ont voulu faire la passation de la torche, mais c'était d'abord, déjà, c'était tellement moche parce que les gars se regardaient. C'est vrai, il y avait un peu de spectacle, mais c'était mais bon. Mais quand même, Anderson Silva, c'est quoi? C'est 16 victoires consécutives, la plus longue série de victoires en UFC. Donc, je comprends En pourquoi. UFC, Ouais, là, je comprends pourquoi Léo dit le meilleur combattant de tous les temps en UFC. Après, le style de combat aussi, en fait, son style, c'est le plus beau. En ouais. UFC, son style, c'est le En plus beau. UFC, ouais. Ouais. En UFC, son style a été le plus beau. Il y a rien à dire. Donc, facilement, il est dans le Mount Rushmore, en fait. De MMA et même UFC, il est dans le Mount Rushmore. Mais bon, le placer en haut, on va se retenir, on va se retenir. Après, pour moi, le combat que je retiens, quand Léo a dit, vous allez dire, machin, j'ai cru qu'il allait dire ce combat-là, mais bon, pour moi, le combat que je retiens, bon, là, vous allez m'agresser, mais c'est un combat qu'il a perdu quand même. Je savais, en fait. En fait, moi aussi, je pensais que Léo allait dire celui-là. Parce que c'est celui auquel je pensais. Le combat contre Chris Weidman. Mais non, en C'est fait, quelle tu vois, manière de il rendre humiliait. En fait, il c'est quelle humiliait. manière de rendre, en fait, Ah oui, non, hommage à une non, légende. non, en fait, c'est pour rendre, c'est tellement il a dominé le combat et tu vois, c'est son style revient encore sur la place. Ouais, il a dominé le combat, il y avait son style, il était tellement élégant que bon, les gars, ça rappelle que en fait, tu vois, dans le combat, tu es dans la cage, hein, il faut toujours garder. Oui, comme on disait, le défaut de ses qualités, mais au moins, c'est Ouais. un combattant qui n'a jamais reculé.
Yeah, c'est ça, en Il n'a fait. jamais reculé, ouais. Il nous a toujours donné, en fait, pour ça, en fait, du spectacle. Parce que ces combats, lui, en fait, tu étais sûr d'avoir du spectacle. Ouais. Et en plus l'élément, c'est pas seulement le MMA, c'est la capacité de transférer les talents qu'il a en MMA, il transfère ça dans la boxe. Tu vois ce qu'il est en train d'accomplir en ce moment en boxe. Bon, après, c'est vrai qu'il y a la défaite contre Paul, que j'ai pas tellement aimé. Mais en tout cas, Ouais, c'était l'échec, c'est l'échec. ouais, quand tu regardes Tepambo aussi en boxe, c'est la même chose, quoi. Il est capable de transférer son style, son élégance et Moi, j'ai quand même une question à vous poser, les gars, parce que je l'ai expliqué, je l'ai cité furtivement dans mon passage là, mais pour vous, en fait, vous ne trouvez pas que, il y a un problème avec les combattants qui sont non américains par rapport au Hall of Fame? Parce que comme je dis, moi, je trouve que ça a été tardif, quoi. Est-ce que c'est parce il est brésilien? Est-ce que c'est parce qu'il est parti de l'UFC en autre boudin? Est-ce qu'il a eu d'embrouille avec Dana White? Parce que Cowboy Cerrone en même temps, ok, Cowboy Cerrone, il y a la longévité, il y a plein de trucs, c'est un ricain, mais en même temps que Anderson Silva, déjà que pour le symbole, c'est pas tip-top, quoi, tu vois, c'est à quelques jours près, bon, les deux sont en Hall of Fame. Je trouve que ça dégrade un peu l'image de comment euh, d'Anderson Silva. Je ne sais pas ce que vous en pensez. après, je pense que c'est par rapport à le fait que le Hall of Fame a été installé en UFC un peu tardivement. Tu vois, c'est quelque chose de récent, je pense. C'est quelque chose il y a quoi? Ça a commencé à peine il y a 2 ou 3 ans. Je pense, bon, il y a ça. Ouais, Il y a ça. Et aussi, je pense le fait que c'est pas forcément mauvais. C'est pas forcément mauvais qu'il ait été intronisé si tardivement parce que même en basket, tu vois, même en basket, euh, on a tendance à retarder l'intronisation des gars dans le Hall of Fame. Et je pense que c'est pour amener les yeux des fans, tu vois. Si par exemple aujourd'hui on dit on intronise un Michael Jordan dans le Hall of Fame, les gens vont se dire oh Michael Jordan ouais ce qu'il a fait, tu vois comment on appelle ça va susciter les clics, ça va ramener les gens, ça va pousser les gens à parler de la NBA, pousser les gens à parler du basket, tu vois. Donc, je pense que c'est pas si mauvais que ça. C'est pas si... Après, il y a aussi derrière, il y a aussi cette facette-là que tu peux ramener. C'est vrai que son départ de l'UFC n'était pas tellement clean aussi, c'est vrai. Bon, ouais, on peut aussi dire ça. Son départ de l'UFC ouais, n'était en fait, si je peux compléter, moi, je vais un peu quand même aller dans le sens de Léo, c'est que quand tu remarques que Rabib, à peine parti de l'UFC, en fait, il a directement été intronisé, en fait, au Hall of Fame, et tu vois qu'avec Anderson Silva, ça a pris du temps. Tu te demandes, en fait, genre, mais quand même, quoi, j'aime bien Rabib, en fait. Mais pour moi, Anderson Silva, avec ce qu'il a accompli en termes de victoire, défense, et tout ça, même si Khabib, en fait, a eu une longévité, mais en fait, c'était pas à l'UFC surtout. C'est 29 victoires, en fait, on dit souvent, il y a quoi, 4, en fait, quand tu regardes les combats pour les titres, en fait, où, en fait, rien que ce qu'il a fait à l'UFC, c'est pas au niveau de ce qu'Anderson Silva a fait. Et donc, pour moi, en fait, quand tu es face à quelqu'un, en fait, genre de ce niveau-là, en fait, qui a apporté tant à l'organisation. Donc, ça, c'est des mecs qui sont là, en fait, au début, tu vois, de l'UFC. C'est ça. Donc, pour moi, c'est Il des est là mecs, en depuis fait, que le tu début, dois quasi. avoir. Oui, en fait, c'est des mecs donc, que tu dois traiter, en fait, on va dire quoi, plus en fait, tu dois être plus attentionné envers eux, en fait. On doit vraiment faire comprendre aux fans, en fait, aux nouveaux fans. Hein. Je crois pas nous, en fait, nous, on regarde aussi depuis longtemps, mais les nouveaux fans, en fait, que oui, ce monsieur-là, en fait, vraiment, c'est un patron. Et puis, nous, en fait, ça nous fait plaisir, en fait, genre, de voir que quelqu'un qui a autant donné à l'UFC, en fait, est récompensé à sa juste valeur. Donc, sur ce point-là, peut-être qu'on m'a dit, en fait, Erwan, en fait, c'est parce il est parti peut-être de manière un peu tendue avec l'UFC, mais c'est dommage, en fait, parce que Anderson Silva, c'est un gros nom de l'UFC et il mérite, en fait, le plus grand respect. Donc, sur ce coup-là, quand même, Dana White, encore une fois, donc il Et puis, mérite. quels sont les critères? Quels sont les critères pour être Hall of Fame? Parce que Hall of Fame, c'est quand même les meilleurs combattants qui nous ont le plus marqué. Et Cowboy Cerrone, il a marqué qui? À part les Ricains. Non, mais la vérité, à part les Ricains, il a marqué qui? Je sais pas. C'est aussi une manière, en fait, je pense, voilà, quoi, de faire un petit clin d'œil aux fans, en fait, américains, mais c'est clair que quand tu vois Hall of Fame, tu vois Cerrone sans lui manquer de respect. Ah, voilà, quoi. Donc, c'était ça pour Anderson Silva. Merci encore
pour tout ce que tu as apporté au sport. On va se tourner vers Stop et Boost la Hype, les gars. Let's go! Hey! Premier stop, pour Boost la Hype. Donc, le combat Fury-Usyk vient à peine d'être annulé pour des raisons de... Contractuel, en fait, Ouais, raisons Pour des raisons contractuelles. Ouais. contractuelles, ouais. Selon tout ce qui a annulation. été dit, ouais, selon tout ce qui a été dit, est-ce que vous pensez que le combat va se faire avant la fin de l'année? Stop ou boost la hype? Bon, moi, je pense qu'il faut pas la stopper, la hype, parce que tout le monde attend ce combat-là. Parce que, on va pas se mentir, la catégorie est en train de repartir dans un sommeil qui risque d'être profond. Ça commence à me faire penser au début des années Klitschko, où il y Ouais. avait une domination terrible et il n'y avait aucun combattant. Donc, les seuls qui nous font encore bander, entre guillemets, dans la catégorie, c'est les deux champions, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et on a envie de voir ces deux champions. On a encore vu un combat soporifique ce week-end en poids lourd, avec, bon, Merci. certes, une victoire de Joshua, mais si tous les combats de boxe dans les prochaines années ressemblent à ça, on va vite s'emmerder. Donc, il faut vite vraiment que Usyk et Fury trouvent un terrain d'entente pour qu'on voie ce combat-là. Et puis, on en parlait un petit peu en off, on parlait de peur, de pas peur. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème dans la boxe. Ce n'est pas les combattants. Voilà, ce n'est pas forcément les combattants. Ce sont les promoteurs. Parce que, comme on l'a souvent dit en off, regardez comme c'est facile de placer un combat en UFC. Regardez comme c'est facile de placer un combat en one champ. Dans le MMA, de manière générale, c'est rapide. Voilà. Peut-être qu'il y a aussi trop de conditions qu'on ne connaît peut-être pas, parce que moi, je ne les connais pas toutes, pardon, ces conditions. Mais peut-être qu'il y a trop de conditions exigées par différents promoteurs qui poussent à faire en sorte que des combats prennent du temps à éclore, en fait. Hein. Un Tank Garcia, normalement, c'est un combat qu'il aurait dû avoir il y a 3 ans, 2, 3 ans, tu vois. Et puis, ouais. Voilà. Donc, il y a ça, quoi. Il faut voir aussi des promoteurs. Donc, pour moi, c'est pas une hype à stopper. Au contraire, on doit la booster parce que il nous faut ça pour être excité en poids lourd chez les boxeurs. Bah, moi, je vais dire stop la hype. Léo a raison, en fait. On a besoin de ça, en fait, pour être excité chez les poids lourds parce qu'on a vraiment l'impression que bah, la catégorie est en train de mourir, quoi. On avait voulu voir, on aurait aimé voir, en fait, hier que Joshua, en fait, qui revient avec un statement. Je prends, par exemple, un exemple, Wilder. Après ces deux défaites contre Fury, même si, en fait, on voit qu'il a un peu changé sa manière de boxer, en fait, il revient avec un KO. Tu dis quand même, genre, waouh, tu vois. Et là, en fait, Edgy, tu as perdu 2 fois contre Usyk et tu reviens hier en fait d'une manière un peu mitigée, tu gagnes, en fait, moi, on ne retient que la victoire. On a l'impression que mentalement, en fait, le mec, il est brisé. Donc, ça fait un peu peur, en fait. Tu vois, on se dit, en fait, mais où va la catégorie? Et donc, forcément, on aimerait que Usyk, en fait, affronte Fury. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est en train d'aller, en fait, dans ces combats-là, en fait, de boxe qu'on aurait aimé voir, mais qu'on ne verra jamais. Parce que si Fury, en fait, de ce qu'on a entendu, apparemment, celui et son management, en fait, ça, et ces promoteurs, en fait, qui ont des demandes, en fait, démesurées, c'est clair aussi que Usyk, il va pas aussi tout accepter. Donc, il faut que ce soit comme à l'UFC. Les fans veulent un combat, donnez le combat aux fans. En fait. Actuellement, c'est excitant parce que, voilà, quoi, Usyk, il est monté. Déjà, il avait un très beau record, en fait, en light heavy, en fait. Là, il monte, en fait, en heavy, en fait, il bat du fond, en fait. Il y a Fury qui nous sort en fait un super combat contre Wilder. Faites le combat pour la réunification des ceintures. Il y en a un qui en a trois, il y en a un qui a la dernière ceinture. Faites le Mais combat, on veut le dans ce voir. cas-là, Johan, pourquoi stopper la hype si tu es Parce d'accord que, avec en moi? fait, je suis juste d'accord avec toi, en fait, mais j'ai comme l'impression que ce sera ces combats en fait, qu'on aurait aimé avoir, mais qu'on n'aura pas. En plus, ils étaient prêts, il y avait déjà l'accord, tu vois. Mais Mhm. tu viens encore, tu rajoutes encore quelque chose. C'est fatigant, ça, les gars. Faites le combat. Et malheureusement, j'ai l'impression que Fury, se pensant largement plus bankable, en fait, bah, il veut tout imposer, en fait, à Usyk. Et c'est pourquoi je dis stop la hype. Parce qu'en fait, ils vont nous faire chier, ils vont nous gâcher, en fait, notre plaisir de fan. Est-ce que surtout, Erwan, est-ce que surtout, là, je te pose la question pour te permettre d'enchaîner, tu vois, est-ce que surtout, avec Fury, on ne voit pas
un Money Mayweather. C'est ça, en fait, le truc. En fait, moi, je me dis, il est trop dans cet état d'esprit-là, tu vois, parce qu'en ce moment, le nom en ce moment, en boxe, on va pas se mentir, c'est Tyson Fury, tu vois. Ouais, c'est toi, c'est toi le nom le plus attrayant en boxe, oui. Mais à un moment donné, je pense que dans sa tête, il y a aussi le fait qu'il est déjà proche de la sortie, il pense déjà à la retraite, en fait. Je pense pas qu'il soit trop motivé en ce moment à boxer. Tu vois? Alors pourquoi je pense il a en tête de mettre toutes ces demandes-là, en fait, machin. Parce que moi, je comprends pas. Comme Yohan a dit, tous les accords ont déjà été trouvés. Usyk a accepté tout, en fait. Après, il y a un autre élément que j'ai lu hier, qui peut aussi jouer sur le fait que Tyson Fury ne soit plus chaud. Apparemment, si le combat se faisait en Arabie Saoudite, ils auraient eu plus de fric, en fait. Bon, je me dis, maintenant que le combat se fait à Londres et il y a une baisse de fric en jeu, je me dis que c'est aussi ça, en fait. Il n'est plus motivé, tu vois. Bon, moi, je me dis, on va stopper la hype. Je pense que ce sera dommage. Et ça va être dommage pour le sport, en fait, parce que Usyk, Fury, comment on apprend, l'affrontement des deux styles, ça aurait été tellement beau, ça n'aurait pas été ennuyé comme ce qu'on a vu hier d'Anthony Joshua. Et ça me fait peur pour le sport aussi parce que déjà la catégorie, déjà en ce moment, en catégorie heavyweight, on ne retient que trois noms. En gros, on retient Wilder, Fury, Anthony Joshua et maintenant avec l'ajout de Usyk, ok, en gros, on retient en gros quatre noms. Mais si déjà ça se fait, la catégorie heavyweight va vite mourir. Et si les gens ne regardent plus la catégorie heavyweight, qui va tenir le sport en vie, en fait? Ouais, ce que Tank fait, c'est beau. Ce que Garcia fait, c'est beau. Mais Loma aussi, ce qu'il fait, c'est beau. Ce que Annie fait aussi, c'est beau. Mais en boxe, c'est difficile, hein. Ouais, mais il faut tout de même aussi voir que on se focalise peut-être trop sur ces quatre combattants parce que en poids lourd, il doit forcément exister des gens qui sont attractifs. Parce que là, moi, je regarde par exemple un gars comme un gars dont on Dubois s'est aussi. foutu la gueule, on s'est foutu de sa gueule pendant des années par rapport au poids, mais un gars comme, comment Ruiz, il s'appelle, le Mexicain là, Ruiz, Ruiz, un Ruiz, gars comme oui. Ruiz, il est quand même intéressant à voir combattre, quoi, hein. Il est quand même pas Mhm. mal, tu vois. Et on voit aussi il y a des têtes qu'on voit pas parce qu'ils sont 10e, 14e du classement. Moi, par exemple, un Bacolé, que j'ai vu Ouais, je corriger suis d'accord. Yoka, moi, j'ai envie de voir un peu plus haut, tu vois. J'ai envie de le voir dans le game, tu vois. Peut-être que ça ferait pas plus de mal aussi de stopper cette hype-là pour pouvoir maintenant se concentrer sur d'autres boxeurs, aller trouver ces combattants qui vont nous faire bander à nouveau, en fait, tu vois. Toujours dans la boxe. Et on s'attaque à Francis Ngannou, qui, depuis sa retraite en UFC, n'a toujours pas de combat mis en place. Donc, les gars, stop ou bout la hype. Francis Ngannou va boxer cette année. Johan, Vas-y, Johan, si tu veux commencer. Ouais, ouais. En fait, Francis Ngannou, il a jusqu'à juin, je vais dire ça comme ça, pour nous dire clairement quels seront ses plans. Est-ce qu'il va d'abord commencer par un combat MMA? Il nous a dit que c'était la boxe, en fait. Moi, on n'entend rien. Est-ce que ce sera la boxe? En fait, on veut une date, on veut un an. Donc, un nom. En fait, donc il a jusqu'à juin. Jusqu'à juin, on booste la hype. Et puis, dès qu'on dépasse cette date-là, en fait, c'est stop la hype parce que plus le temps va passer, en fait, et moins il sera attractif. Tu vois, si, en fait, en quittant l'UFC, nous avait dit, en fait, et les gars, en mars, je combats Edgy, ou en fait, même, je combats un Dubois, je combats un Dylan White. Oui, tu vois, il y a la tension, on aurait regardé son combat, en fait, tu vois, et puis après, on allait voir dans l'avenir, en fait, tu vois. Mais là, le mois sont en train de se passer, sont en train de passer, il va commencer à donner raison aussi, en fait, à ceux qui disaient que lorsqu'il a quitté, en fait, l'UFC, c'était la plus grosse erreur de sa carrière, tu vois. Donc, c'est un boost la hype, mais en même temps stop la hype, parce que s'il ne nous annonce pas quelque chose, en fait, je pense, même je crois que je suis gentil, hein. Moi, je pense que dans les 2 prochains mois, en fait, là, ah, il va commencer à partir aux oubliettes. Il doit juste prendre un nom, en fait, pas trop ronflant, mais en fait, quelqu'un qui est assez bon pour être dans le top 20 en fait, et qui va montrer de quoi il est capable.
une fois que tu passes cette étape-là, si tu perds, c'est pas grave. Tu continues en MMA, au PFL, au Bellator, on sait, One Championship, en fait, où tu veux, en fait. Mais si tu gagnes, là, tout à coup, on va se dire, mais il nous avait dit qu'il était bon en boxe. Et ben, il est bon. Il a confiance en sa puissance. Les types vont le voir plus. Mais si tu fais 6 mois, 7 mois, une année, en fait, tu combats pas, mais mon gars, c'est ça avec le sport, hein. Le sport, quand le fer est chaud, en fait, tout le monde est là derrière toi, mais une fois que tu dors trop, eh ben, on t'oublie. Pour moi, il faut stopper la hype en boxe. On se devait tous, nous les fans, donc la fan base, on se devait de booster la hype de Ngannou quand il a commencé sa rébellion face à Dana White. Et c'est là où il aurait dû cultiver quelque chose derrière, tu vois, parce il y avait cette hype-là derrière lui, les gens commençaient à être d'accord avec lui, mais le problème, je pense qu'il n'a pas de stratégie, en fait. J'ai l'impression qu'il n'a pas de stratégie. Il fait les choses sur des coups de tête, dans un premier temps. Et comme je le disais tout à l'heure, peut-être que ses choix sont trop focalisés sur le pognon, parce que mine de rien, même un faux combat en boxe va lui rapporter au moins 10-15 millions, plus que ce qu'il nous touchait en UFC. Donc, on doit continuer à booster la hype de Ngannou assez rapidement, comme Johan a dit, parce que il doit revenir rapidement sur quelque chose. Mais cette chose-là, moi, je suis pas sûr que ça doit être la boxe. Parce que là c'est maintenant le pugiliste qui va vous parler. Mais là, sincèrement, lui, il n'a que la puissance en boxe. Il n'a que la puissance. On a vu son seul combat de kickboxing où, au niveau des jambes, bon, c'était au tout début, il a failli tomber hein, à un moment donné. Mais il n'a que la puissance. Aujourd'hui, c'est sa marque de fabrique. Mais en boxe, c'est pas suffisant. Et juste à titre de rappel, si vous suivez l'actualité, il y a de plus en plus de boxeurs qui ne veulent pas le voir combattre, en fait, ou alors qui ne veulent pas le voir combattre contre un grand nom assez rapidement. Comme Johan a dit, il doit d'abord se positionner sur un top 20, pas plus bas, parce que sinon, sa réputation ou bien comment dire, Ça hype, ouais. voilà, sa hype va baisser, mais au moins un top 20. Et moi, j'ai un top 20 en tête parfait pour lui. Le, l'anglais qui, euh, L'anglais qui s'était fait battre par Yoka en amateur, j'ai oublié son nom. S'il doit commencer en boxe, il doit commencer par ce mec-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, c'est pas la boxe qu'il doit faire. Pour moi, il devait même continuer son ascension en lutte et quitte à peut-être essayer de perturber les esprits de Dana White pour qu'il revienne en UFC, pour qu'on puisse finalement voir un Jones Ngannou, essayer de continuer à performer dans une de ces divisions-là, la PFL, parce que PFL, par exemple, tu vois, c'est un peu comme un championnat en plus, tu vois, c'est comme un championnat, le PFL ou bien le Bellator. Mais là, il est têtu. Dernière chose, c'est un Camerounais. Je suis désolé, on va beaucoup rigoler, je sais, mais c'est un Camerounais. Et c'est trop souvent les Camerounais, et surtout un Camerounais comme lui qui a migré, qui a découvert le succès, comme ça un peu du jour au lendemain, leur choix est trop souvent dicté par la maille. Eh oui, je le répète. Donc, stop la hype de Ngannou en boxe, mais essayons de la booster en MMA, parce que c'est là où il doit être. Moi, je veux surtout revenir sur le point que Léo a mentionné. Il n'a pas de plan, en fait, pour boxer. Donc, voilà pourquoi moi, je veux stopper la hype aussi, comme vous, en boxe. Normalement, en boxe, comme Johan aussi a dit, il aurait dû se lancer de suite, en fait. Tu vois, lorsqu'il a quitté l'UFC, il aurait dû annoncer quelque chose de suite en boxe. Et il n'aurait pas dû se baser sur des accords vocaux, en fait. Tu vois, il avait l'accord vocal de Wilder. Il se dit, oh, ça, avec Wilder, ça va se faire. Mais comme on a rappelé juste avant, les combats en boxe, c'est dur. C'est dur de trouver les accords, tu vois. Et ensuite, un autre truc, pour encore revenir sur le fait que Léo a dit n'a pas de plan, il ne veut pas travailler avec les promoteurs. Tu vois, je ne sais pas si vous avez écouté son interview. Il dit non, il ne veut pas travailler avec un promoteur parce qu'il ne veut pas partager les bénéfices, tu vois.
Ça revient encore sur ce que Léo a dit, il pense trop à l'argent. Donc, moi, je me dis, en boxe, c'est mort. Mais, tu vois, en MMA, ça, il va toujours être là. Tu sors de UFC, qui a été champion UFC, oui, en MMA, tu vas signer un gros contrat. Tu vois, c'est, ouais. Donc, ouais, je vous rejoins quand vous dites stop la hype en boxe. Mais, Attention, hein, Erwan, excuse-moi, je me permets de te couper, mais Dana White nous a montré malheureusement que des grands noms, on peut vite les oublier. Il faut faire gaffe. Hein. voilà Oui, pourquoi. mais Regarde comment Dana, on traite Anderson Silva, là. Voilà, Regarde. voilà pourquoi quand ça s'est passé, je vous avais bien posé la question, les gars. Est-ce que Dana White n'est pas confident que Francis ne va nulle part lorsqu'il quitte l'UFC? En fait, en fait, Dana a un certain pouvoir qui n'est pas, bon, que les gens ne mettent pas en évidence, en fait. Tu vois, c'est un pouvoir silencieux. Genre, il est confiant que bon, si tu le quittes, vas-y, quitte-moi, mais je sais que tu n'iras nulle part, en fait. À part un gars comme Connor, par exemple, bah après Connor aussi, quand il a des problèmes avec Dana, c'est pas vraiment des problèmes genre Anderson Silva, Dana White ou bien John Jones, Dana White, tu vois. Ce sont des problèmes qui se règlent vite fait, tu vois. Donc voilà pourquoi je pense que Connor ne peut pas vraiment subir le pouvoir de Dana White s'il quitte l'UFC, tu vois, je pense. Après, je sais pas, vous me dites en fait. Comme tu dis, hein, c'est le problème de Dana, c'est qu'il ne faut pas être fâché contre lui. C'est un mec, c'est un patron de mafia, en fait. Il peut te faire disparaître rapidement. C'est pour ça que je disais que la hype de Ngannou aurait dû être boostée au moment où il partait, parce que quasiment tout le monde était d'accord avec lui. Mais comme il n'avait pas de plan, ça s'est vite, ça s'est vite transformé en autre chose, quoi. En autre chose. Donc, ouais, stoppons la hype en boxe et essayons de la booster rapidement en MMA parce que sinon, il va falloir la stopper rapidement. Dernier point sur le Stop ou Boost Live. John Jones contre Stipe Miocic vient d'être annoncé pour la semaine du combat international, International Fight Week, le 8 juillet. Stop ou boost la hype. Après le combat contre Stipe, John Jones prend sa retraite. Tu penses quoi de ça? Mais déjà, moi, je voulais te poser une question. Tu as eu l'information où? Parce que, sincèrement, je ne te cache pas que quand j'ai vu le combat contre Gann, à la fin, je me suis posé la question, est-ce que pour confirmer son statut de GOAT auprès du plus grand monde, il ne va pas chercher à arrêter rapidement pour éviter la défaite? C'est ça, voilà pourquoi je me dis, voilà pourquoi moi je me dis, après Stipe, parce que si on observe bien le combattant John Jones, tu vois, c'est quelqu'un qui combat, il faut qu'il y ait une motivation derrière. Après Stipe, il tape Stipe, il est motivé à combattre qui encore? Donc, regarde la catégorie, Ngannou n'est plus en UFC. Encore si Ngannou était là, j'aurais dit, après Stipe, il cherche à affronter Ngannou. Mais Ngannou n'est plus là. Quel est le nom qui l'attire en UFC encore, à part Adesanya avec qui il a les problèmes, mais Adesanya il est en middleweight, il ne va pas descendre, il ne va pas couper son poids, aller en middleweight, chercher Adesanya. Donc, moi je me dis, voilà pourquoi je dis on booste la hype. Voilà pourquoi je dis je booste la hype. Après Stipe, il n'est plus motivé à combattre en fait. Parce que si tu remarques même les interviews, c'est difficile qu'il adresse après Stipe. Il n'y a pas un nom sur qui il se positionne pour dire j'ai envie d'affronter ce gars-là, j'ai envie d'affronter ce gars-là, en fait. Oui, effectivement. Moi, je veux qu'on stoppe. Je veux qu'on stoppe cette hype-là de retraite parce que je veux forcément qu'on trouve un vrai combattant qui va vous faire comprendre que Jones, c'est l'un des meilleurs combattants MMA, mais que ce n'est pas le GOAT. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que tout est fait pour que Bones parte en retraite en ayant un tableau le plus vierge possible, en fait. Là, si on veut que Jones puisse continuer, juste après son combat contre Miocic, ou bien en parallèle du combat contre Miocic, il faut que un Pavlovich ou un Aspinall, parce que je ne vois que les deux là, parce que Curtis Blade,
Enfin, John, il aime bien parler de Curtis Blade, mais Curtis Blade, il s'est quand même fait frapper 2 fois par Ngannou. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut que soit Aspinall, soit Pavlovich puissent vite sortir du lot, peut-être être un peu dans le trash talking pour essayer de créer une nouvelle émulation. Parce qu'effectivement, comme tu disais, Erwan, s'il n'y a personne derrière, lui-même, à un moment donné, il va dire, bon, écoutez, il n'y a personne, les gars, regardez, je suis revenu, voilà, j'ai revendiqué être le GOAT, les gens dansent le fiat. Bon, mieux j'arrête. Mais moi, je vais stopper la hype tout simplement parce que si Jones part de la catégorie en fait heavyweight, elle va perdre en fait beaucoup de choses. Parce que Jones, en fait, en arrivant, euh, il amène en fait une certaine aura pour beaucoup et la majorité des fans en fait de l'UFC MMA en fait c'est le GOAT, c'est le combattant le plus complet qui peut te finir de n'importe quelle manière, tu vois un peu. Donc l'avoir dans la catégorie heavyweight en fait c'est un plus et même pour les autres combattants c'est excitant de te dire que tu peux combattre contre John Jones et tu peux le défaire. Donc on va vite stopper cette hype là parce que on oublie en plus mais il est toujours très jeune. C'est clair qu'il est là longtemps et je peux comprendre aussi que ce soit fatigant. Il est là depuis 2000, que je dis pas ce bêtise. Son premier combat, c'était en 2000. Comment déjà, j'ai oublié. Je ne sais pas, je crois Euh, 2007 ou 2008 à 23 ans, non? un truc comme ça, ouais. Ouais. En tout cas, très tôt, il est là. En fait, ça fait des années qu'il est là, en fait. Et avec la longévité, en fait, il est très fort. Là, tout est très fort. Il est toujours. Il a eu quelques combats un peu disputés, mais en fait, il est là depuis longtemps. Je peux comprendre, en fait, qu'ils sont un peu fatigués. Et en fait, c'est que moi, à sa place, je vais d'abord nettoyer, en fait, la catégorie. C'est-à-dire, je prends Miocic. Après Miocic, en fait, cette catégorie, en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc, il va te rester, en fait, soit Blade, Pavlovich ou donc Aspinall. Aspinal, en fait. Donc, dans les trois là, en fait, j'en prends deux. Et une fois que tu as fini de nettoyer, lui, il part. Mais en fait, ça ne changera rien, même s'il perd. Il est le GOAT, il sera le GOAT, il demeurera le GOAT. Mais en fait, nettoie la catégorie et tu pars, en fait, vraiment, voilà, quoi, comme, en fait, ce sera, en fait, encore indiscutable. Jack, ça l'est déjà, en fait, il est le GOAT, en fait, tu vois. Mais en fait, tu es encore tellement jeune, en fait, tu as le temps, vas-y, nettoie la catégorie et puis après, tu peux partir. Mais c'est clair que si l'UFC perd Jones, là, en fait, chez les heavyweights, après deux petits combats, ça laisse un goût amer un peu. Donc, non, stop la hype, on veut le voir longtemps et encore là pendant 2 bonnes années. Donc, c'était ça, non-stop la hype, les gars. Commentez, partagez, likez. On veut aussi savoir ce que vous pensez de tout ce qu'on a discuté jusqu'à présent. Ce qui nous amène au main-event de cette semaine. UFC 287, Alex Pereira contre Israël Adesanya 2, 4 en général, mais 2 en UFC. Donc, on va analyser le main event, Israël Adesanya contre Alex Pereira, et on va aussi analyser Tank contre Garcia, mais on va pronostiquer le Oui. co-main event et le main event en UFC 287. Ok, ouais. Yeah. Donc, Ok. on commence avec UFC 287, Alex Pereira contre Israël Adesanya. Si je peux commencer, en fait, si en fait je suis Adesanya, en fait, je pense que je me demanderai en fait, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que pour avoir encore une fois de plus regardé les combats en kickboxing, en fait, et puis le dernier combat de MMA, c'est horrible de voir en fait à quel point Adesanya domine et finit par perdre. Si on enlève le premier combat en kickboxing, on prend le deuxième combat en kickboxing et le combat en MMA, en fait. Adesanya domine, en fait, il est devant et il finit en fait KO. En fait, la dernière fois, j'entends KO, en fait, c'est incroyable en fait de se dire que ce mec-là, en fait, à chaque fois qu'il va me toucher une fois, ben, je vais dormir. Parce que la dernière fois, en fait, alors, avec le clinch et la lutte un peu, il avait en fait une bonne technique, mais il a quand même perdu le combat. Il domine, on va dire quoi, 4 rounds en fait sur les 5 à peu près. Mais tu finis quand même encore genre KO. En fait, c'est comme si Pereira, en fait, si tu vois, c'est comme s'il avait le mot de passe un peu, d'Adesanya.
tu vois. On sait qu'il frappe très fort, en fait. Adesanya bouge bien, en fait, aussi. Il a failli mettre la dernière fois KO, en fait, à la fin du premier round. Malheureusement, en fait, c'est vraiment à la fin, tu vois, un peu. Et après, il a déroulé, il a bien alterné, en fait, entre, bon, surtout la lutte, pour le coup, ce à quoi on s'attendait pas du tout, à la lutte, en fait, et un peu, en fait, de striking, en fait, à la lutte. Et j'ai envie de dire, en fait, si Adesanya veut gagner, en fait, cette fois-ci, il doit intensifier encore en lutte. Tu vois, c'est un peu lunaire, en fait, de dire ça, je pense, il y a un an, si on avait eu cette analyse, en fait, de dire que si Adesanya doit gagner un combat, il faut qu'il se concentre sur sa lutte. Je pense qu'on allait tous se dire ici, en fait, mais tu es fou, toi, de quoi tu parles? Mais pourtant, je pense que c'est vraiment, en fait, la technique qu'il doit avoir, c'est-à-dire faire une Kamaru. Toujours chercher le clinch, en fait, perdre du temps, de temps en temps, donner un coup, mais toujours le garder, en fait, en lutte. Parce que pour le coup, Pereira, en lutte, il est vraiment nul. Ça, il faut le dire, en fait, comme ça. En lutte, il est nul. Mais si ça reste trop longtemps debout, je pense que Israël même, il doit savoir que ce mec-là, s'il me touche, je peux dormir. Et il peut avoir cette espèce de peur-là, en fait, genre, qu'il peut, en fait, avoir. Donc, il faut qu'il le garde beaucoup en clinch, qu'il essaie vraiment d'aller en lutte. Et puis, de temps en temps, peut-être en sortie de clinch, en fait, tu mets un crochet. On sait pas, en fait, un high kick, en fait, qui peut sortir nulle part. Là, c'est peut-être le seul moyen où je vois, en fait, Adesanya capable de battre Pereira. Mais sinon, en fait, à chaque round, à chaque début de round, je me dis, bah, en fait, il se peut avant la fin du round, Adesanya se retrouve, en fait, au tapis. C'est, c'est compliqué, en fait. Mais ce mec-là, il a son mot de passe. Donc, c'est un combat, en fait. Euh, je vais aller dans le sens de Johan en disant que ce mec-là, c'est compliqué parce que, enfin, ce combat est compliqué dans tous les sens du terme. Je me suis, bon, à des années, je vous avais déjà prévenu qu'il avait perdu la lumière bien avant Pereira. Il avait perdu, d'ailleurs, grâce à cela, Erwan, il a bien parié, et puis il a réussi à s'imposer l'année dernière. Moi, comme un con, j'ai pas suivi ce que j'avais dit parce que j'ai voté plus avec le cœur que la raison, mais il a perdu la lumière. Et de ce que j'ai vu pendant les trainings, là, je suis pas sûr qu'il l'ait retrouvé, hein, cette lumière, hein. Je suis vraiment pas sûr qu'il l'ait retrouvé. Il aurait peut-être dû faire un tour au village, je pense, laver le corps. Non, mais très sincèrement, les gars, laver le corps, regardez, en foot, la plupart du temps, on va se faire opérer 15 000 fois de la même chose et on n'arrive pas à guérir. Et puis, bon, un petit tour à l'indigénat, et puis, hop, d'un seul coup, comme par magie, hop, là, la blessure, elle guérit. Là, peut-être qu'il a besoin d'aller parler à ses ancêtres, aller au village, essayer de regagner cette lueur, cet esprit de guerrier que un Africain peut avoir. Parce que moi, sincèrement, j'ai regardé, je ne vois plus rien, en fait. Dans les yeux des Aliens, je vois que c'est bon, j'ai atteint mon but, j'ai fait ma hype, j'ai été l'un des meilleurs combattants de mon temps. Pourquoi je vais avoir plus? C'est bon, quoi. Tu vois, j'ai mon croc avec moi. J'ai même C'est trop l'impression dans ces... sévère. Ah non, non, mais je te dis la vérité. J'ai même plutôt l'impression que le mec, il va pas s'entraîner. Il va accompagner ces éléments et s'entraîner avec eux. Et après, il y a toutes ces exhibitions avec Exhibit et machin, les trucs. Je vous ai dit à un moment donné, c'est compliqué. Quand Kamaru, il y a eu l'histoire, rappelez-vous, hein, je vous ai dit, quand il y avait eu l'histoire de Kamaru à Black Panther, je vous ai dit, ça commence à sentir bon. Je vous avais même, à sentir mauvais, pardon. Je vous avais même posé la question que, il y a trop de parallèles qui rentrent en ligne de compte. Maintenant, je me suis aussi posé la question que, pourquoi tout le monde voit vraiment en Pereira l'arme ultime? Parce que quand tu parles de Pereira, c'est ce qu'on voit. Et j'ai constaté qu'en fait, en UFC, lui, il a vraiment été combiché. Lui, c'est 3 combats seulement avant de rencontrer Adesanya. Ouais. Mais ce n'est pas qu'en UFC, les gars. Regardez, en Glory, il n'a pas fait tant de combats que ça. Il est champion de catégorie. En Glory, je me suis intéressé sur Pereira, et donc finalement, qui est un ancien alcool. Je me demandais pourquoi il avait la peau aussi assez usée. Mais dans tous les sports de combat qu'il a pratiqués, on lui a rapidement donné les clés de la catégorie. Il n'a jamais fait, je pense que si tu, en tout et pour tout, je n'ai pas calculé, mais il doit avoir fait dans toute sa carrière 20 combats. Tu vois ce que je veux dire? Dans toute sa carrière, kickboxing et MMA inclus. Et pourquoi à cette personne, on donne
tellement pignon sur rue. Ça doit être que le mec, il a montré quelque chose que nous, on n'a pas vu. Il a montré quelque chose de violent qu'on n'a pas vu. Parce que Johan, tu dis, il a dominé les 4 ans. Ok, peut-être, il a touché, il a dominé les 4 ans. Regarde le visage d'Adesanya. Hein. Au début du 5e, regarde le visage d'Adesanya, regarde celui de Pereira. Adesanya, il a les lèvres qui ont gonflé, le sang qui gît. L'autre lui dit je suis prêt à mourir. L'autre il dit tu vas mourir. Mais tu sens que le tu vas mourir du Brésilien, c'est un vrai tu vas mourir, il va vraiment te tuer pour de vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça va être compliqué pour Israël Adesanya et je ne pense pas que la solution, ça soit la lutte. Parce que la plupart des gens, les personnes qui au dernier moment ont changé leur fusil d'épaule pour essayer de changer leur style, citez-moi le nombre de personnes qui ont fait ça et qui ont eu gain de cause, quoi. Je pense qu'il doit se focaliser sur le striking et il faut qu'il termine vite. Comme Volkanovski l'a dit, bon, moi, je ne partage pas son avis en tant que tel. Il voit un KO en 3e round, mais en suivant sa logique, il faut que Israël Adesanya trouve une solution pour terminer rapidement. Parce que si ça dépasse le 3e, c'est un bis repetita qui va se passer. Moi, par contre, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. La lutte, c'est pas naturel pour lui, la lutte. Et s'il se base, s'il se base sur la lutte, s'il prend la lutte comme arme pour aller contre Adesanya, je me dis, tellement c'est pas ton naturel que je pense que ça va fatiguer le mec, en fait. Parce que après, si vous remarquez bien, l'arbitre arrête le premier combat parce qu'il voit plus Adesanya. Enfin, ouais, parce qu'il voit plus Adesanya, en fait. Et je me dis que ce qui a tué le gaz d'Adesanya, c'est le fait d'avoir lutté. En fait, c'est pas propre à toi. Si ça se présente, ok, vas-y, fais la lutte. Mais t'es un kickboxer, man. La lutte ne va faire que tanker ton gaz tank, en fait. Mais après, je me dis, comme Léo a dit, je vois pas l'urgence en fait. Même lorsque je l'écoute parler, tout à l'heure, j'écoutais son interview, les interviews qu'il a l'habitude de faire avec son petit frère là. Tu vois, lorsqu'il analyse le premier combat en UFC, il n'y a pas l'urgence dans les propos d'Adesanya. Tu vois, c'est vrai, il se dit, il sait ce qu'il doit faire, mais il n'y a pas un truc genre, il réalise qu'il a perdu en fait. Tu vois, il est trop à l'aise dans son corps. Et je me dis, ça, c'est mauvais. Après, parce que tu vas affronter quelqu'un comme Johan dit, tu vas affronter quelqu'un qui sait comment te battre, tu vois, qui t'a déjà battu là, quoi, 3 fois auparavant en kickboxing et en UFC. Et il t'a battu avec la manière. Donc, tu vois, le fait de t'entendre parler sans urgence, ça ne me motive pas à mettre, tu vois, ça ne me motive pas à être derrière toi, en fait. Après, Pereira, les gars, c'est quand même, tous ces combats se finissent par KO, les gars. Voilà pourquoi je me dis, il n'y a pas, y a pas, y a pas d'intérêt pour l'UFC à ralentir son ascension vers le titre. Donc, tous les combats qu'il a fait, il a terminé en KO. Pourquoi tu vas ralentir le gars pour le titre, en fait? C'est pas comme si, comme pour comparer avec une ascension comme Gann, par exemple, tous tes combats, c'était encore en décision, ou bien quelques KO par-ci, quelques KO par-là. Après, il y a les décisions. C'est pas attractif, man. Pereira, c'est on ferme la cage, on dit let's go, allez, KO. Donc, forcément, il faut voir un gars comme ça au titre, man. Donc, ouais, je me dis. Moi, je suis persuadé que ils ont mis Pereira très rapidement contre Adesanya parce qu'ils savent que c'est le seul combattant expérimenté et du top 5 que Pereira est capable de battre. Parce que la vérité, moi, je ne le vois pas face à Whittaker. Hein. Non, Whittaker. En fait, c'est ça, en fait. Tu vois, c'est le match. En fait, je pense, lorsqu'ils associent Pereira et Adesanya, je pense qu'ils se basent sur le style de combat, en fait. Ils se disent que, bon, ça, on peut matcher les deux, en fait. C'est Et par clair. rapport à l'histoire, hein, ouais, parce que par rapport à l'histoire, parce qu'il y a cette histoire de dire que c'est le seul
qui a frappé. Bon, il y a Blakovic qui l'a fait, mais ce n'était pas dans la même catégorie. Mais dans cette catégorie, c'est l'histoire de se dire que c'est le seul qui a battu Adesanya et qu'à un moment donné, ça saoulait forcément Dana ou d'autres de voir Israël défoncer la catégorie et puis commencer à avoir des combats emmerdants, tu vois, parce il était dans la gestion. Donc, c'était sûr que Pereira devait arriver rapidement. Mais Pereira, dans son style, comme on dit, parce que son style n'est pas complet, c'est debout, est-ce qu'il peut faire le long feu avec un mec aussi solide que Whitaker? Je ne suis pas sûr. Même là, Pereira, je pense que même devant un. J'aime pas ce mec-là, mais comme un Paolo Costa, il peut perdre. Hein. Ah oui, c'est juste l'ascendant mental qu'il a face à des Agas. Bien, ouais, ouais, exactement. Donc, pour les pronostics, on se voit tout à l'heure. Ce qui nous amène à la raison pour laquelle nous sommes là, au combat le plus attendu de l'année en boxe. Tank contre Garcia, les gars. Donc, comment vous voyez la chose se passer? Léo, tu Bon, commences? ouais, je vais commencer. Je vais en commencer en employant un mot. Enfin. Enfin. Merci, tu m'as pris mon mot. Ah ouais, parce que ce combat-là, franchement, ça va mettre un terme à des questions que beaucoup de gens se posent. Déjà, savoir qui va pouvoir en finir avec Tank. Est-ce qu'il est vraiment le monstre dans cette catégorie? C'est deux styles un peu différents qui s'affrontent. Est-ce que ça a la puissance et l'explosivité contre la rapidité, le style? C'est un combat, je pense, où il va falloir, qu'il va falloir regarder avec un masque à gaz, un masque à oxygène, parce que je pense que ça va pas s'arrêter. Maintenant, je pense pas que ça aille dans les 12 rounds. Franchement, je ne vous cache pas qu'il y a une telle animosité qui est en train de monter là que ça va se terminer en chaos. Donc, par rapport à ses anciens combats, il a l'avantage. Il a l'avantage de la frappe, de la puissance, de la surprise aussi, parce que ses frappes sortent souvent de nulle part. Et quand ça touche, bam, c'est directement coupure de courant. La SCG, bonjour, au revoir. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais on a vu ses carences. Et ces carences, selon moi, avec Tank, c'est que là, ce qu'il faisait avec les autres combattants, à jauger les 4, 5 premiers rounds pour venir mettre le coup qu'il faut au bon moment, je ne suis pas sûr que ça fonctionne avec Garcia. Hein, parce que Garcia, certes, il n'a pas le punch de Même, hein. Davis, mais hein, il a pas son punch. Bon, même s'il met quand même des KO. Mais Garcia, c'est un fait follet. Hein. Il va vite et il corrige les erreurs, les ouvertures, ça va. C'est explosif. C'est une mitraillette qu'il a dans les mains. Et si la mitraillette, il la démarre dès le début, est-ce que Tank va avoir les épaules pour supporter ça dès le début? Et moi, j'ai l'impression, même, comme je le disais à Parker en off, c'est un combat qui peut se terminer à la disqualification. Hein, parce que il y en a un qui, enfin, notamment moi, je pense plutôt à Tank, qui peut vite dégoupiller, qui peut faire n'importe quoi. J'ai l'impression que c'est un combat si Tank se fait dominer dans les 3 premiers rounds, il n'a pas le temps de juger et qu'il y a du trash talk qui continue parce que les gars ne s'aiment pas, hein, on ne va pas se mentir, ça peut se terminer à la disqualification. Un coup de coude, ou on va pas aller jusque-là, mais ou une morsure à la Tyson, ou un coup après le temps parce- faisons gaffe à la disqualification. J'ai failli parier dessus même, hein. Je ne vais pas vous mentir. J'ai failli parier sur un autre contest ou une disqualif. Donc, j'attends simplement. Comme a dit Léo, enfin, je crois qu'on en parlait déjà en 2021, on en a parlé en 2022 et ça arrive en 2023. Enfin, ce comment en fait il est là. Et comme en fait l'histoire là, le veut un peu, genre pour rendre ça un peu plus beau, en fait, c'est un espèce de Mayweather contre Canelo. On sait que Garcia s'est entraîné en fait avec Canelo. On sait que Tank
C'est un peu l'école de Mayweather, tout ça. Donc, on avait envie de voir ça, en fait, depuis quoi. Enfin, on a ce combat-là, deux styles un peu différents. On sait que Tank, il frappe très fort. Il est aussi rapide, en fait. Il défend très bien, en fait. Le toucher aussi, c'est pas facile. Et moi, ce qui me fait peur un peu, en fait, chez Garcia, en fait, c'est sa manière de défendre. Tu vois, le mec, il est souvent un peu raide, très vertical, en fait. Ce qu'il expose, en fait, à, à des coups, en fait, et avec tant que si tu te fais toucher, c'est compliqué. Mais en même temps, c'est ce qui fait aussi sa force. Tu vois, quand il est comme ça, très vertical, très raide, en fait, avec les épaules bien relâchées, bah, c'est ce qui lui permet parfois de tout à coup, hop, enchaîner rapidement. Tu vois. Donc, on va dire quoi, c'est le défaut en fait de sa qualité première. Mais il a besoin d'être comme ça en fait pour être fort. Mais c'est peut-être la raison, c'est ça peut-être la raison de sa défaite. Parce que si tu prends un coup de tank en fait comme ça en voulant juger en fait un peu, je crois que tu te relèves pas. Donc faudra faire attention. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura un beau combat et je pense que les deux combattants peuvent arrêter le combat rapidement. Parce que faut pas négliger Garcia. Ce mec-là, il tape fort. Il a un crochet du gauche en fait qui est fort, en fait, puissant quand il touche, quand il te touche au corps, comme je crois c'est contre, là, c'est contre qui je crois il y a Campbell et puis Javier Fortuna, en fait, bah, les deux, ils sont allés dormir, en fait. Donc, ce mec-là aussi, si tant qu'en fait, fait l'erreur aussi d'un peu attendre, être attentif, bah, lui, il est tellement rapide quand il rentre, en fait, s'il te touche, en fait, au foie là, mon gars, tu te relèves pas. Donc, les deux combattants, en fait, qui sont forts, explosifs, faudra voir, quoi. J'avais envie d'intervenir sur la partie crochet gauche de Ryan Garcia. Effectivement, il a un crochet gauche qui te bousille le foie. Mais en général, pour frapper au foie, il ne faut pas être grand quand tu as un petit en face de toi. Et il me semble Ouais, qu'en termes de taille, Tank est beaucoup plus petit. Donc, pour aller le toucher au foie, ça va être compliqué. En plus, Tank, c'est un combattant qui aime venir dans ta garde et qui, comme il est petit et qu'il a des segments courts, quand il prend sa garde comme ça, c'est encore plus compliqué d'aller viser le foie. C'est encore plus compliqué. Donc, comme tu dis, effectivement, sa qualité, c'est d'éteindre des gens avec son crochet du gauche au foie, au foie, au foie, au foie en fatigue. Mais là, il va falloir les mettre. Hein. Déjà, moi, je vais remercier les promoteurs d'avoir, comme vous avez dit, clairement. finalement, finalement arrangé ce combat parce que je me dis que ce combat va pave the way pour les autres catégories. N'ayez pas peur de faire affronter les combattants. On a là deux combattants, je ne sais pas si les gens se rendent compte, qui n'ont jamais perdu et ils vont s'affronter. Et ils sont jeunes, ils sont encore à la fleur de l'âge, ils sont encore, on ne va même pas dire ils sont à leur pic. Ils n'ont même pas encore atteint le pic, en fait. Et ils n'ont pas peur de s'affronter. C'est tellement beau pour le sport. Ce qui fait, je me dis même que c'est ce qui a fait en sorte que Lomachenko et Annie agree se mettre d'accord pour les négociations. Quoi. Et je me dis aussi que c'est quelque chose sur lesquels Spence et Crawford devaient se Ouais. baser. Quoi, et musique, et, les gars, faites les choses bien, les gars. Les gens ont envie de regarder la boxe. Le MMA évolue, oui, les fans se tournent vers le MMA, mais la boxe est là avant, les gars. Ne tuez pas la boxe, non. Donc, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, quoi. Donc, vraiment, merci aux promoteurs. Mais le combat en lui-même, c'est quelque chose de beau. Euh, un affrontement entre deux styles. On a Garcia qui vient avec le swag, le style est très beau, il est élégant quand il boxe, c'est franchement quelqu'un. Si t'es dans l'amour du freestyle, tu vas aimer regarder Garcia combattre. Si tu es dans l'amour de la puissance, t'aimes voir comment on appelle la violence dans les coups, tu vas aimer Tank. L'affrontement est beau, quoi. L'affrontement est beau. Mais bon, maintenant, je vais pas aller au-dessus de ce que vous avez déjà dit. Vous avez tellement bien décortiqué le combat, les gars. Quand je vous ai entendu parler, j'ai été fan. Quand tu entends Léo décrire la façon de combattre de Tank,
Quand tu entends Léo décrire la façon de combattre de Garcia, tu entends Johan décrire la façon de combattre des deux. Je me suis dit, il y a quoi ajouter en fait, il y a quoi ajouter les gars. Tablez-vous, regardez, soyez amazed parce que vous allez voir du spectacle et ça c'est garanti quoi. Donc, ce qui nous amène à la partie pronostic. Donc, comme on disait, on va pronostiquer le co-main event et le main event en UFC 287 et on va pronostiquer le combat Gervonta Tank Davis contre Ryan Garcia. Donc, je vais me lancer. Je vais aller avec une mission de Gilbert Burns au deuxième round, KO de Pereira au troisième round, Gervonta Tank Davis TKO au huitième. Pour moi, Gilbert Burns, KO, troisième round. Je vais jouer un Adesanya, KO au troisième. Un Garcia au sixième round. KO au sixième round. Gilbert Burns, je pense, va écraser Masvidal. Moi, la question, c'est plus comment. Et bon, je pense qu'il va le. Moi, je parti sur un KO au deuxième round, je pense, ouais. Donc, je vais aller sur Adesanya, en fait, à la décision. Et je vois Garcia, en fait, avec son crochet du gauche, avec ses enchaînements rapides, en fait, faire dormir Tank, en fait, au huitième round. Donc, c'était ça dans la capsule, les gars. Merci d'avoir été avec nous. On va encore rappeler, les gars, partagez, commentez et likez. On veut savoir sur qui vous penchez. C'était top. On se capte à la fin de UFC 287. Connectez-vous, on sera live pour répondre à vos questions et parler du co-main event et du main event. Et aussi, on fera la même chose pour le combat Tank contre Garcia. Donc, restez avec nous, les gars. Merci d'avoir été avec nous. On se dit, au mois prochain, on a Lomachenko contre Annie. On a aussi UFC 288. Restez câblés. Until then, we say peace.